Il existe des affaires que Sherlock Holmes n'a jamais revendiquées, non par modestie, mais parce qu'elles laissaient une trace trop humaine, trop trouble pour être consignées comme des victoires. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans les récits oubliés de Watson. Dans Le Pince-Nez en or, Watson fait allusion à 3 volumes manuscrits massifs qui contiennent le travail pour l'année 1894. L'affaire que vous allez entendre n'est jamais racontée par Conan Doyle. Elle n'est qu'évoquée, en quelques mots. Notre récit s'intitule « Le problème du quart d'heure ». C'était au début du printemps de l'année 1894. Londres, après un hiver rigoureux, retrouvait peu à peu une activité plus vive. Les rues, encore humides des pluies de mars, voyaient se presser une foule mêlée où se croisaient ouvriers pressés, commis affairés et gentlemen dont les manteaux plus légers trahissaient l'optimisme de la saison nouvelle. Rien, en apparence, ne distinguait ces journées de celles qui les avaient précédées. Je me souviens fort bien du matin où l'affaire fit pour la première fois irruption dans notre existence. Holmes, installé dans son fauteuil habituel, près de la fenêtre de Baker Street, parcourait distraitement les colonnes d'un journal du matin. Sa pipe, chose rare à une heure si matinale, reposait éteinte sur le rebord de la cheminée. Quant à moi, je classais quelques notes médicales, heureux de goûter à un moment de calme relatif après une semaine d'activité soutenue. Encore un meurtre dans les tunnels du Metropolitan, murmurai-je en relevant les yeux, ayant aperçu le titre d'un article à la une. Holmes émit un léger son, qui pouvait tout aussi bien signifier l'assentiment que l'indifférence. Oui, répondit-il sans lever la tête. La presse s'en est emparée avec son zèle habituel. Un fait sordide, rien de plus. Je m'approchai pour lire plus attentivement. L'article décrivait la découverte, à une heure avancée de la nuit, d'un homme sans vie dans un tunnel secondaire du chemin de fer métropolitain. Les détails étaient, comme toujours, à la fois précis et inutilement sensationnalistes. Position du corps, état des vêtements, hypothèse hâtive sur une altercation ayant mal tourné. La police semble penser à un crime isolé, repris-je. Une mauvaise rencontre. Probable, dit Holmes. Les tunnels attirent une faune variée dès que la nuit tombe. Rien là-dedans qui justifie une attention particulière. La matinée se poursuivit sans incident notable. Holmes s'absorba dans la lecture de quelques traités scientifiques, tandis que je me rendais à une consultation de courte durée dans le voisinage. Ce n'est qu'en début d'après-midi que la tranquillité de Baker Street fut rompue. On frappa à la porte avec une fermeté qui ne laissait guère de place au doute quant à l'identité du visiteur. Avant même que je n'ai pu me lever, Holmes avait déjà reconnu ce pas décidé qu'il avait appris à connaître au fil des ans. L'homme qui entra n'était ni un client ordinaire, ni un policier subalterne. Son maintien trahissait l'habitude du commandement, et son regard portait la marque de ceux qui ont vu trop de choses pour se satisfaire d'explications faciles. Je reconnus aussitôt l'inspecteur Aberline, dont le nom restait associé, dans l'esprit du public, aux événements tragiques de Whitechapel quelques années plus tôt. Il ne prit pas la peine de s'asseoir. « Monsieur Holmes, dit-il sans préambule, avez-vous entendu parler du meurtre découvert hier dans les tunnels du Metropolitan ?» Holmes posa lentement son journal. « Par la presse, inspecteur. Un meurtre sordide, sans caractère particulier. » Aberline acquiesça brièvement. C'était également mon sentiment, jusqu'à ce matin. Il y eut un court silence.
Holmes, qui s'était déjà replongé dans ses pensées, leva légèrement les yeux. Je vous écoute. Un second corps a été découvert à l'aube, dans un autre tunnel, même quartier général d'enquête. Même type de blessure, rigoureusement. Holmes esquissa un mouvement imperceptible de la tête. Vous voilà donc face à un meurtrier méthodique. Une répétition n'a rien d'exceptionnel. Vous avez connu semblable situation en 1888. Aberline serra les lèvres. Oui, monsieur Holmes, mais ce n'est pas la répétition qui me trouble, c'est ce qu'elle implique. Expliquez-vous. L'inspecteur fit quelques pas dans la pièce, comme pour ordonner ses idées. Les deux hommes ont été tués le même soir, à un quart d'heure d'intervalle, selon les éléments dont nous disposons. Holmes fronça légèrement les sourcils. Et la distance? Près de 4 miles. Cette fois, Holmes se redressa franchement dans son fauteuil. Le journal glissa de ses mains et tomba au sol sans qu'il y prête attention. Son visage, jusqu'alors empreint d'un détachement presque ironique, s'était transformé. Je reconnus aussitôt ce changement d'expression, l'indice infaillible que son esprit venait de rencontrer un obstacle digne d'être franchi. « Vous êtes certain de l'heure ? demanda-t-il. « Autant que nous pouvons l'être. » Les deux victimes portaient une montre. Toutes deux se sont arrêtées à peu près au même moment. Et plus nous examinons les faits, moins nous trouvons de raisons d'en douter. Je vis Holmes se lever lentement et faire quelques pas vers la fenêtre. Il observa la rue un instant, sans réellement la voir. 15 minutes pour couvrir une telle distance? Même en fiacre. Cela relève de l'absurde. C'est précisément ce qui m'a conduit ici, répondit Aberline. J'ai vu bien des choses au cours de ma carrière, monsieur Holmes. Des crimes répétés, des signatures, des imitateurs. Mais jamais ceci. Il hésita, puis ajouta d'une voix plus basse. À Whitechapel, au moins, les événements se succédaient. Ici, ils semblent se superposer. Comment a-t-il pu accomplir cela? Holmes se tourna vers lui. Vous ne suggérez tout de même pas que... Je pense surtout que ce que j'ai sous les yeux échappe à mes cadres habituels, et je n'aime guère cela. Un nouveau silence s'installa, plus lourd encore que le précédent. Je compris alors que nous venions de franchir une frontière invisible. Le meurtre du métro, que quelques heures plus tôt Holmes jugeait sans intérêt, venait de changer de nature. Il n'était plus un fait isolé, ni même une répétition criminelle. Il devenait une énigme structurelle, un problème de logique humaine. « Très bien, inspecteur, dit enfin Holmes. Conduisez-nous sur les lieux. Il semble que ce crime sordide mérite, après tout, un examen plus attentif. » Ainsi débuta l'affaire, que je consignai plus tard dans mes carnets privés, et dont les implications dépassèrent largement ce que nous pouvions imaginer en quittant Baker Street ce jour-là. Nous quittâmes Baker Street peu après, à bord d'un fiacre que l'inspecteur avait fait appeler. Le ciel, d'un gris bas et uniforme, semblait peser sur la ville comme un couvercle. À mesure que nous progressions vers le quartier concerné, l'animation des rues se faisait plus rare, et je ressentis cette impression familière que Londres, si prompte à se montrer brillante en surface, dissimulait toujours sur ses pavés un autre visage, plus âpre, plus hostile. L'entrée par laquelle nous accédâmes au tunnel n'avait rien de remarquable. Il s'agissait d'une porte étroite, dissimulée entre deux bâtiments de service, que l'on aurait aisément confondu avec un simple accès technique. Un agent nous y attendait, lanterne à la main. Dès que nous franchîmes le seuil, la température chuta sensiblement, et l'air se chargea d'une humidité lourde, presque poisseuse. Le bruit de la ville s'éteignit brusquement derrière nous.
À sa place, il n'y eut plus que le ruissellement intermittent de l'eau le long des parois, le lointain grondement des rames et le son mat de nos propres pas résonnant sur le sol inégal. Je compris aussitôt pourquoi ces lieux inspiraient une méfiance instinctive aux gens de la bonne société. Ils n'étaient pas conçus pour être traversés à pied, encore moins pour être habités. Tout ici semblait rappeler que l'homme n'y était qu'un intrus toléré. Holmes avançait légèrement en tête, sa silhouette fine découpée par la lumière vacillante des lanternes. Il ne montrait aucun signe d'inconfort, si ce n'est cette attention aiguë que je lui connaissais bien, et qui se traduisait par de brefs arrêts, des coups d'œil rapides portés aux parois, au sol, aux recoins obscurs, que la lumière peinait à atteindre. Le premier lieu où on nous conduisit se trouvait à quelque distance de l'entrée. L'agent nous indiqua l'endroit précis où le corps avait été découvert, et je ne pus m'empêcher de frissonner en imaginant la scène telle qu'elle avait dû se présenter aux premiers intervenants. Le sol, nettoyé à la hâte, portait encore des traces sombres, malgré les efforts déployés pour les faire disparaître. L'espace était relativement large pour un tunnel de service, mais l'impression d'enfermement n'en était pas moins oppressante. « Le corps était ici », dit l'agent en désignant une zone proche de la paroi, étendu sur le dos. Je m'agenouillai pour examiner ce qu'il restait à observer. Même sans corps, certains détails demeuraient lisibles pour qui savait où regarder. Holmes, de son côté, inspectait la paroi opposée, effleurant la pierre du bout des doigts, comme s'il cherchait à en extraire une information invisible aux profanes. « Le coup de feu n'a pas été immédiatement mortel, dit-il enfin d'un ton neutre. Je relevai la tête, surpris. Vous en êtes certain? Assez pour l'affirmer. La trajectoire, la dispersion des traces. La victime est tombée, mais elle n'est pas morte sur le coup. Je hochai la tête. Cela correspondait à ce que j'avais moi-même déduit des rapports sommaires que j'avais consultés. Les 2 coups de couteau, en revanche, avaient été portés avec une violence qui ne laissait guère de doute sur leur rôle final. Nous passâmes ensuite au second site. Le trajet, bien que plus court que l'on aurait cru, accentuait l'étrangeté de l'ensemble. Le tunnel, où avait été découvert le second corps, présentait une configuration légèrement différente. Il était moins profond, plus proche d'une sortie secondaire, et une lueur diffuse, venue d'une bouche d'aération, y persistait faiblement, même en l'absence de lanterne. Je ressentis là un malaise plus marqué encore que dans le premier tunnel. Peut-être était-ce l'idée que l'endroit, bien que tout aussi souterrain, semblait moins éloigné du monde des vivants, comme si la victime avait été tuée à quelques pas seulement d'un possible salut. Holmes remarqua aussitôt cette différence. « Intéressant, » murmura-t-il. « Moins d'isolement, moins de ténèbres. » Il ne développa pas davantage, mais je notai mentalement l'observation. Les 2 scènes, bien que semblables en apparence, ne produisaient pas la même impression. L'une évoquait une descente assumée dans l'obscurité, l'autre, une violence commise presque à la lisière de la lumière. De là, nous nous rendîmes à la morgue, où les 2 corps avaient été provisoirement conservés. Ce fut là, sans conteste, la partie la plus éprouvante de la journée. Malgré les années passées à exercer la médecine, je n'ai jamais considéré la mort violente comme une chose ordinaire. Elle porte toujours, au-delà de l'atteinte physique, une charge morale qui ne s'émousse pas avec l'habitude. Les 2 corps furent disposés côte à côte, recouverts jusqu'à la poitrine. À première vue, tout semblait confirmer l'hypothèse de la police. Même blessure, même séquence apparente des événements. Pourtant, à mesure que nous procédions à un examen plus attentif, des différences subtiles commencèrent à se dessiner. « Voyez ici, » dis-je en désignant l'une des plaies abdominales du premier corps. Les tissus autour de l'orifice
présente un écrasement notable. Holmes s'approcha. Un coup porté avec force, dit-il, jusqu'à la garde vraisemblablement. Effectivement, la zone autour de la plaie était marquée par un hématome diffus, violacé, qui ne pouvait s'expliquer que par un appui prolongé ou particulièrement énergique de la main tenant l'arme. Le second coup, situé non loin du premier, présentait des caractéristiques similaires. Nous passâmes ensuite au second corps. Les blessures, bien que placées aux mêmes endroits, racontaient une autre histoire. Les plaies étaient moins profondes, leur orientation légèrement différente, et surtout, l'absence quasi totale d'hématomes autour des orifices contrastait fortement avec le premier cas. Les coups ont été portés, dis-je avec prudence, mais sans la même détermination. Holmes acquiesça lentement. Ce ne sont pas des coups retenus, précisa-t-il. Ils sont accomplis, mais ils ne portent pas la même nécessité. Je compris ce qu'il voulait dire, même si les mots me manquaient pour l'exprimer clairement. Il y avait là une différence qui ne relevait ni de la force physique, ni de l'habileté technique. C'était autre chose. Une différence d'engagement, presque de conviction. L'inspecteur, qui nous observait en silence, finit par intervenir. « Vous suggérez donc que le meurtrier aurait hésité ?»« Je suggère qu'il n'a pas frappé de la même manière, répondit Holmes, et que cela a un sens. » Je m'attardai ensuite sur les montres que portaient les deux victimes. Elles avaient été brisées, leurs verres fendus ou disloqués, et leurs aiguilles figées à des heures proches, mais distinctes. L'une indiquait un moment légèrement antérieur à l'autre. 15 minutes, tout au plus. Si l'on s'en tient à ces indications, dis-je, l'un des meurtres précède l'autre. Peut-être, répondit Holmes, ou peut-être pas. Je le regardai intrigué. Vous doutez de l'ordre? Je doute que l'ordre des montres corresponde nécessairement à l'ordre des faits. Cette remarque ouvrit une série de questions qui, loin de clarifier la situation, ne firent qu'épaissir le mystère. Si le meurtre le plus maladroit était le premier, comment expliquer que le second, commis à peine 15 minutes plus tard, ait été exécuté avec une assurance accrue? Personne n'acquiert une telle maîtrise en un laps de temps si court. Et si, au contraire, le meurtre le plus violent était le premier, pourquoi le second aurait-il été marqué par une forme de retenue? À cela s'ajoutait une autre interrogation, tout aussi troublante. Pourquoi l'un des corps avait-il été découvert plus profondément dans le tunnel? Comme si le meurtrier avait cherché l'isolement le plus total, tandis que l'autre se trouvait à proximité d'une issue presque exposée au regard. Aucune de ces questions ne trouvait de réponse satisfaisante. Pire encore, chacune semblait invalider la précédente. Et au-dessus de tout cela, planait toujours le doute de l'impossible. Deux meurtres, commis le même soir, à une distance qui excluait toute hypothèse de déplacement rapide, et séparés par un intervalle si bref qu'ils défiaient toute logique humaine connue. Lorsque nous quittâmes la morgue, je ressentis un malaise persistant. Nous n'avions acquis aucune certitude nouvelle, seulement des doutes plus profonds. Le mystère, loin de se dissiper, s'était densifié. Et je compris alors que l'affaire, si elle devait être résolue, ne le serait pas par une simple accumulation de faits, mais par une compréhension plus fine des ressorts qui avaient conduit à cette violence déconcertante. Holmes, silencieux à mes côtés, semblait déjà engagé sur ce chemin. La sortie de la morgue nous rendit à la ville avec une violence presque obscène. Le jour était clair, l'air vif de ce printemps encore hésitant, et Londres poursuivait son mouvement sans se soucier des deux existences que nous laissions derrière nous, désormais réduites à des corps anonymes sur des tables de pierre. L'inspecteur Aberline marcha quelques instants en silence, le regard fixé droit devant lui.
Je connaissais suffisamment cet homme pour savoir qu'il réfléchissait. Non par manque d'idées, mais parce qu'il tentait d'en contenir une seule, dominante. Deux corps, dit-il enfin. Même mise en scène, même heure, même nature de blessure. À mes yeux, la chose est entendue. Sherlock Holmes s'arrêta. Aberline fit encore 2 pas avant de se retourner, surpris. Vous raisonnez à partir de vos expériences, inspecteur, dit Holmes calmement. Et c'est précisément pour cela que je vous ai sollicité? Sans doute. Mais l'expérience, lorsqu'elle devient exclusive, peut aveugler. Aberline fronça les sourcils. Expliquez-vous. Quand on ne dispose que d'un marteau, répondit Holmes, tous les problèmes finissent par prendre la forme d'un clou. Je vis l'inspecteur se raidir. Vous pensez à un meurtrier qui recommence, poursuivit-il. Un homme qui a trouvé son rituel. Vous pensez à 1888. Je pense surtout que cette analogie vous rassure, inspecteur, mais elle ne résout rien. Et quelle est votre lecture alors? Pour l'instant, aucune. J'observe seulement les détails qui résistent à votre hypothèse. Il désigna vaguement le bâtiment que nous quittions. Retrouvons-nous demain matin à Baker Street. D'ici là, j'aurai besoin d'une information précise. Laquelle? Je souhaite savoir si l'un de vos hommes a remarqué la présence de vomissures à proximité immédiate de l'une des scènes, dans un rayon d'une dizaine de mètres autour du corps. Aberline le fixa, incrédule. Du vomi? Oui. Et si personne n'a rien vu? Alors, je réviserai mon raisonnement. L'inspecteur hocha la tête, sans cacher son scepticisme, puis nous quitta. Le lendemain matin, Aberline se présenta à Baker Street peu après 10 heures. Holmes l'attendait debout près de la fenêtre, les mains croisées derrière le dos. Son immobilité trahissait une activité mentale intense. « J'ai votre réponse, dit l'inspecteur sans préambule. Sur la deuxième scène, l'un des agents a effectivement noté la présence de vomissures. Il a failli marcher dedans. Il a d'abord cru à un vagabond. L'élément n'a pas été consigné. Holmes se tourna lentement vers lui. Un imperceptible changement passa sur son visage. « Parfait. »« Parfait, répéta Aberline. Voilà donc ce qui vous satisfait? Absolument. Je ne vous suis pas, Holmes. Cela ne prouve rien. Pour vous, non. Pour moi, cela élimine déjà plusieurs hypothèses. Il s'assit enfin. 3 possibilités seulement s'offrent à nous, inspecteur. Soit nous sommes face à un hasard prodigieux, 2 crimes indépendants, mais presque superposables. Soit un seul homme a commis les 2 meurtres, dans des conditions qui restent à démontrer. Soit il y a eu coordination. 2 meurtriers, dit Aberline avec fermeté. Je sentis un malaise m'envahir. Messieurs, dis-je, l'idée même est moralement insoutenable. 2 hommes agissant de concert la même nuit? Holmes me regarda longuement avant de répondre. C'est précisément pour cette raison, Watson, que cette hypothèse nous répugne, et c'est pour cela qu'elle mérite d'être examinée. Aberline se leva brusquement. Non, un seul homme. Je découvrirai comment il s'y est pris. Peut-être que les 2 victimes ont été tuées au même endroit. Peut-être qu'un corps a été déplacé afin de créer une illusion. Il se tourna vers Holmes. Qu'en dites-vous? Que votre hypothèse est intelligente, inspecteur, mais qu'elle échoue sur les détails. Toujours vos détails. Toujours. Aberline quitta la pièce. Je restai silencieux un instant. Sa logique est pourtant solide, dis-je enfin. Presque, Watson. Holmes se leva et fit quelques pas. Mais elle ne résiste pas à l'émotion. Les plaies superficielles,
le geste hâtif, le vomissement, tout indique un homme dépassé par ce qu'il faisait. Un meurtrier débutant, ou quelqu'un que l'on a conduit là où il ne voulait pas aller. Vous pensez à un disciple? J'envisage l'hypothèse. Un homme d'âge mûr et un plus jeune. Un professeur et un élève, si vous préférez. Il se tourna vers moi. Il va falloir que j'active mon réseau. Dans quel but? L'émotion, Watson. Une telle charge ne se dissimule pas, elle déborde. Soit cet homme est reparti à pied, et nous ne le retrouverons jamais, soit il a pris un fiacre, et alors, nous avons une chance. Je ne revis pas Sherlock Holmes de toute l'après-midi, ni même en début de soirée. Lorsqu'il rentra, le manteau encore imprégné de la poussière de la rue, il se contenta de dire « J'ai peut-être quelque chose. J'aurai besoin de votre jugement demain après-midi. » Je le lui offris sans hésiter. Le lendemain, Holmes partit tôt. Lorsqu'il revint à midi, il m'informa que tout était prêt pour éprouver son hypothèse. Si l'expérience échouait, il se résoudrait à explorer la piste de l'inspecteur Aberline. Nous nous rendîmes dans un quartier résidentiel de Bloomsbury, à proximité immédiate de Regent's Park. Une rue calme, bordée de maisons cossues aux façades de briques soigneusement entretenues. Tout respirait ici la respectabilité tranquille, l'aisance sans ostentation. Nous attendîmes près de 2 heures, dissimulés à distance. Durant cette attente, Holmes m'expliqua qu'il avait interrogé méthodiquement les cochers du secteur ayant travaillé le soir du crime. L'un d'eux se souvenait d'un jeune homme qui l'avait hélé vers 21h30. En sueur pâle, la respiration courte, il semblait au bord des larmes. Le cocher a pensé à une mauvaise nouvelle, un décès peut-être. Il avait conduit ce jeune homme jusqu'à cette maison. Une pièce avait suffi à achever de rafraîchir sa mémoire. Lorsque la porte s'ouvrit enfin, 2 jeunes hommes en sortirent, jumeaux. Je me tournai vers Holmes. 2? Oui, murmura-t-il, voilà qui complique singulièrement les choses. Ils marchèrent côte à côte sur le trottoir, en direction du parc. Holmes me glissa à voix basse. Observez, Watson. L'expérience n'en sera que plus valable si vous ignorez ce que je cherche. Il leva alors discrètement le bras. Une vieille dame apparut face aux 2 jeunes. Une femme de condition modeste, mal chaussée, le pas incertain. Elle trébucha lourdement juste devant eux. Je fis un pas en avant, mais Holmes me retint fermement par le bras. Observez, c'est maintenant que cela se joue. Je m'arrêtai net. L'un des 2 jeunes se précipita aussitôt. Il aida la vieille dame avec une sollicitude presque excessive, la releva avec 1000 précautions, s'enquit longuement de son état, de sa douleur, de ce qu'il pouvait faire pour elle. À un moment, je crus discerner un geste furtif, comme s'il essuyait une larme. Son visage était contracté par une émotion sincère, presque pénible à observer, tant elle semblait déborder ce que la situation appelait raisonnablement. L'autre, en revanche, demeura parfaitement immobile. Il observa la scène sans intervenir, le regard détaché. Puis, lorsque la vieille femme fut remise sur ses pieds, il se contenta d'ajuster ses gants, comme s'il s'agissait d'un incident insignifiant, indigne de son attention. Il s'écarta légèrement, évitant le contact, avec cette réserve affectée que j'ai souvent vue chez certains jeunes persuadés que la bienséance consiste avant tout à ne pas se mêler de ce qui pourrait les compromettre. Je sentis malgré moi une irritation sourde me gagner. Ce jeune homme fait preuve d'un snobisme pitoyable, murmurai-je. La scène s'acheva. La vieille femme s'éloigna, confuse et reconnaissante. Je me tournai vers Holmes. Qu'est-ce que cela? Une mise en situation?
Vous avez payé cette femme? Oui. Mais pourquoi? Pour observer les réactions spontanées. Vous voilà fixé. Ce second jeune homme est un serpent. Holmes secoua lentement la tête. Je vous arrête, Watson. Ça n'est pas lui que je regardais. Il demeura silencieux un instant. La réaction de l'autre est trop intense, trop empathique. Il cherche à réparer quelque chose. J'y lis une fragilité émotionnelle profonde. Je ne sais pas encore si elle est liée à notre affaire, mais il nous faut travailler cette piste. Et son frère? Justement, aucun signe de deuil familial, pas de fiancé perdu, rien qui puisse expliquer une telle dissociation. J'ai vérifié les publications, il n'est fiancé à personne. Il soupira. Mon hypothèse tient encore, mais elle est ténue. J'étais venu confirmer une piste, me voilà contraint d'en explorer une autre. Nous repartîmes, sans intervenir. Et pour la première fois depuis le début de l'affaire, je compris que Sherlock Holmes doutait réellement. Nous regagnâmes Baker Street sans échanger davantage. Ce que nous avions observé ne livrait aucune clé tangible, et je demeurais convaincu que si quelque chose devait être compris, cela relevait encore de ces particularités de caractère que l'on rencontre chez les jeunes gens impressionnables, non d'un lien direct avec le crime. Sherlock Holmes, pour sa part, semblait engagé dans un travail plus austère. Il ne revint pas sur l'attitude du second jeune homme, dont l'indifférence m'avait pourtant choqué. À ses yeux, cette froideur n'était qu'un travers social parmi d'autres, une forme de suffisance mal placée, trop répandue pour constituer un fait digne d'analyse prolongée. C'est la conduite de l'autre qui persistait à l'intriguer, non comme un indice de culpabilité, mais comme une réaction singulière, une sensibilité excessive que rien, à ce stade, ne venait expliquer de façon satisfaisante. La soirée s'écoula dans un calme inhabituel. Holmes feuilleta distraitement plusieurs journaux, puis demeura longtemps immobile, les yeux perdus dans le vague. Je savais, par expérience, que ces périodes de silence n'étaient pas des hésitations, mais des moments où il soumettait ses impressions à une élimination rigoureuse. Le lendemain matin, il quitta l'appartement sans m'indiquer son dessein. Lorsqu'il revint, je perçus en lui non pas l'assurance de celui qui a découvert la vérité, mais la résolution froide de celui qui s'apprête à éprouver une hypothèse encore fragile. C'est ce jour-là que l'inspecteur Aberline reprit contact avec nous. Il se présenta à Baker Street en fin de matinée, l'air plus fermé encore que celui de sa précédente visite. Son manteau portait les traces d'une nuit passée dehors, et je n'eus guère de peine à comprendre qu'il venait sans résultats à offrir. Sherlock Holmes l'accueillit avec la courtoisie exacte qu'il réservait aux hommes dont il savait qu'ils n'avaient pas failli, mais dont il jugeait la lecture insuffisante. Inspecteur, dit-il après les salutations d'usage, je vous trouve pensif. Je piétine, répondit Aberline sans détour. Les tunnels ont été fouillés, les hommes interrogés, la pègre observée. Rien, absolument rien. J'en viens presque à espérer un nouvel acte, ce qui est une pensée que je n'apprécie guère. Il se tut, conscient sans doute de ce que cette phrase révélait de son propre inconfort. Holmes ne la releva pas, il se contenta de hocher légèrement la tête. Votre raisonnement demeure inchangé? Oui, un homme, seul, un rituel, une répétition. Tout y conduit. Tout, sauf ce qui résiste, répondit Holmes. Aberline soupira. Vous avez quelque chose de concret, Holmes, ou dois-je comprendre que vous poursuivez encore une hypothèse? Holmes se leva, alla vers la fenêtre, observa un instant le va-et-vient paisible de la rue. J'ai besoin d'une après-midi, inspecteur, et de 4 de vos hommes.
Aberline se tourna vivement vers lui. Pourquoi faire? Pour donner à croire qu'un criminel pourrait se cacher dans un quartier précis. Rien de plus. Vous me demandez de troubler un voisinage respectable pour un simple effet d'annonce? Je vous demande de sonner à quelques portes, de recueillir des témoignages éventuels, puis de disperser vos hommes, bien en vue, sur un itinéraire que je leur indiquerai. Et dans quel but? Holmes se retourna enfin. Pour éprouver une piste, celle que vous-même n'écartez pas totalement, l'hypothèse d'un second homme impliqué, manipulé ou conduit là où il n'aurait jamais été seul. Il marqua une pause, puis ajouta avec une politesse calculée, une hypothèse qui pourrait, à terme, rejoindre la vôtre. Aberline le fixa longuement. Il n'ignorait pas la manœuvre, mais il la comprenait. Très bien, dit-il enfin, du bout des lèvres. Je vous l'accorde. Après tout, c'est moi qui suis venu vous chercher. Mais je vous préviens, je veux savoir où cela nous mène. Vous le saurez, inspecteur, ou je me trompe. Les dispositions furent prises sans autre discussion. 4 agents furent affectés à l'opération, sous couvert d'une recherche de routine. Rien d'exceptionnel, rien qui pût alarmer autrement que par sa simple présence. L'après-midi même, Holmes mit son plan à exécution. Les agents sonnèrent à plusieurs portes dans la rue que nous avions identifiées la veille. Ils posèrent des questions anodines, notèrent des réponses vagues, laissèrent derrière eux cette impression diffuse qu'une inquiétude silencieuse venait de s'installer. Puis ils se dispersèrent, chacun prenant position à un point précis, visible, immobile, parfaitement ordinaire. L'information ne tarda pas à remonter. Les domestiques parleront, murmura Holmes à mon intention. Les rumeurs font le reste. Nous observions la rue depuis une position discrète. Rien ne se produisit immédiatement, mais je vis Holmes suivre chaque détail avec une attention presque immobile, comme s'il guettait moins un événement qu'un frémissement. En milieu d'après-midi, la porte de la maison s'ouvrit. Les 2 jeunes hommes sortirent ensemble, comme à leur habitude, en direction du parc. Leur allure était détendue, presque élégante. À première vue, rien ne distinguait leur promenade de celle de tant d'autres jeunes gens de bonne famille. Pourtant, au premier croisement avec un agent en uniforme, je notai une différence subtile. L'un des deux ralentit imperceptiblement, ajusta son pas, détourna le regard, puis le ramena malgré lui vers la silhouette bleue. Ses épaules se raidirent, sa démarche perdit de sa fluidité. Il passa sans incident, mais la tension demeura dans son port, comme un fil trop tendu. Son frère, en revanche, poursuivit sa marche avec une aisance parfaite. Il salua même poliment l'agent d'un léger signe de tête, sans que rien dans son attitude ne trahisse le moindre trouble. Vous voyez, murmura Holmes. Je hochai la tête. Ce jeune homme est nerveux, dis-je. Mais cela ne signifie pas qu'il soit coupable. Non, répondit Holmes, cela signifie qu'il est affecté. Nous les suivîmes à distance, sur le trajet qu'ils empruntaient régulièrement. À chaque nouvel uniforme, le même schéma se reproduisit. Le même regard furtif, la même raideur, la même hésitation contenue. Rien de spectaculaire, rien d'accusateur, mais une dissonance persistante. Il pourrait avoir été manipulé, repris-je. Influencé? Vous l'avez vous-même envisagé. Je l'envisage toujours. Je ne vois pas le mal, Holmes, je vois un jeune homme impressionnable. Holmes ne répondit pas immédiatement. Il observait. Et je compris alors que mon rôle, une fois encore, n'était pas de fournir une conclusion, mais un étalon. Lorsque les 2 jeunes s'éloignèrent vers le parc, nous quittâmes les lieux sans nous montrer davantage. De retour à Baker Street, Holmes resta silencieux plus longtemps qu'à l'ordinaire. Vous doutez encore, dis-je. Oui, Watson. Et c'est précisément
ce qui m'inquiète. Il rédigea 2 billets ce soir-là. Le premier était destiné à l'inspecteur Aberline, l'invitant à passer le lendemain matin. Le second ne portait que 2 mots, tracés d'une main ferme, sans signature ni explication. Nous savons. Il le confia à un messager discret, sans autre consigne que celle de le remettre en début de soirée à la maison que nous avions observée. La nuit passa sans incident notable. Le lendemain matin, la routine reprit ses droits. Le thé fut servi, le journal parcouru, les nouvelles du monde commentées brièvement. Holmes se montra d'un calme presque provoquant, comme s'il avait déplacé ses pièces et attendait désormais que l'adversaire joue. Aberline arriva peu après 10 heures. Toujours rien de mon côté, annonça-t-il d'emblée. Et vous? J'ai renforcé mes soupçons, répondit Holmes. Rien de plus. Il lui exposa alors, sans entrer dans les détails sensibles, la pression mesurée exercée la veille, la présence visible des agents, les visites de voisinage, les réactions observées. Vous vous acharnez sur un jeune homme respectable, s'emporta Aberline. Fils d'armateur, sans antécédents, sans fréquentation douteuse. Tout cela parce qu'il a pris un fiacre un soir où il semblait bouleversé. Je m'acharne sur un comportement, inspecteur, pas sur un individu. Je ne cautionnerai pas un harcèlement fondé sur des impressions. Holmes soutint son regard sans la moindre agitation. Je ne vous demande pas d'interroger qui que ce soit, ni d'arrêter qui que ce soit. J'ai seulement besoin d'un dispositif visible. Expliquez-vous. 10 hommes en uniforme, cet après-midi. Ils n'auront aucun ordre d'intervention, aucun échange. Ils se contenteront d'occuper l'espace sur un trajet précis que je vous indiquerai. Aberline fronça les sourcils. Dans quel but? Et qu'attendez-vous de cette mise en scène? Holmes marqua une courte pause. Une réaction? Si elle ne vient pas, je vous rendrai vos hommes et nous suivrons votre piste. Un silence pesant s'installa. Avez-vous déjà eu à vous plaindre de notre collaboration, inspecteur? Demanda enfin Holmes. Aberline ouvrit la bouche, puis la referma. Ça n'est pas la question que je vous ai posée, poursuivit Holmes avec calme, mais je vais y répondre moi-même. Non. L'inspecteur détourna les yeux un instant. Très bien, dit-il enfin, mais soyons clairs. Mes hommes ne doivent pas être utilisés d'une manière qui pourrait leur porter préjudice. Et si vous n'obtenez rien, vous mettrez cette idée de côté et vous m'aiderez à débusquer le véritable meurtrier. C'est entendu. C'est la dernière fois, monsieur Holmes. Je n'en doute pas. Aberline se leva, remit son chapeau et quitta la pièce. Je demeurai seul avec Holmes. Vous êtes sûr de vous? Demandai-je. Il resta silencieux un moment. Non, Watson, mais je suis certain d'une chose. Ce qui est tenu trop longtemps finit toujours par céder. Il se tourna vers moi. Et lorsqu'il cédera, nous saurons enfin ce que nous avons sous les yeux depuis le début. Je compris alors que nous approchions du point de non-retour. L'après-midi même, Sherlock Holmes retrouva les 10 hommes qu'Aberline avait consenti à lui fournir dans une rue adjacente, à l'écart de toute agitation. Il les observa un instant sans parler, comme s'il évaluait non leur discipline, mais leur capacité à demeurer immobile dans une situation où tout, ordinairement, pousse à l'action. Il leur expliqua ensuite, avec cette précision calme qui lui était propre, ce qu'il attendait d'eux. Point d'arrestation brutale, aucun ordre crié, aucun geste d'intimidation. Ils devraient simplement être présents, visibles, silencieux, se déplacer lentement, former une présence plus qu'un dispositif. Plusieurs des agents échangèrent des regards hésitants. L'un d'eux se racla la gorge.
comme s'il s'apprêtait à poser une question qu'il n'osa finalement pas formuler. Holmes les salua brièvement et se détourna, comme si leur perplexité faisait partie intégrante de l'expérience. Lorsque nous nous éloignâmes, je ne pus retenir plus longtemps l'interrogation qui me pesait. Je vous avoue, Holmes, que je ne comprends pas où tout cela doit nous mener. Il me répondit sans ralentir le pas. Moi non plus, Watson, pas avec certitude. Cette réponse, loin de m'inquiéter, me rassura presque. Chez lui, l'absence de certitude n'était jamais une faiblesse, mais l'acceptation lucide d'un terrain instable. Chacun des agents prit place là où Holmes l'avait indiqué. La rue retrouva bientôt son apparente normalité. Rien ne distinguait ce milieu d'après-midi des précédentes, si ce n'est une tension diffuse que je sentais, sans pouvoir la nommer, vibrait dans l'air même. Vers 3h30, la porte de la maison s'ouvrit enfin. Les deux jeunes hommes sortirent côte à côte. Je remarquai aussitôt que l'un d'eux balaya la rue d'un regard inquiet, plus appuyé que les jours précédents. Son frère jumeau, à l'inverse, avançait avec une aisance presque nonchalante, les mains croisées dans le dos, comme s'il savourait cette promenade quotidienne. Ils marchèrent d'un pas mesuré en direction du parc. Les agents commencèrent alors à se déplacer. Ce ne fut pas une manœuvre brutale. Rien ne surgit. Les hommes semblèrent simplement apparaître, l'un après l'autre, à des distances régulières, comme si la rue elle-même se peuplait lentement d'un ordre silencieux. Aucun d'eux n'accéléra, aucun ne fixa ostensiblement les jeunes gens. Je n'avais jamais vu pareille chose. Les frères ralentirent instinctivement. Je vis le plus nerveux porter sa main à son col, puis la retirer aussitôt, comme s'il s'était surpris lui-même dans ce geste. Son regard allait et venait, rapide, presque affolé, cherchant à saisir une issue qui n'existait plus. Le cercle se forma sans bruit, large d'abord, puis, imperceptiblement, plus étroit. Le silence était tel que j'entendais distinctement le froissement des feuilles sous nos pas. Le temps semblait se figer. Les policiers ne parlaient pas. Les passants, rares à cette heure, ralentissaient sans comprendre, puis s'éloignaient, troublés par cette scène qu'aucun mot ne venait expliquer. Le jeune homme le plus fragile s'arrêta net. Ses épaules se raidirent, sa respiration devint courte. Il regardait partout à la fois, comme si le monde s'était soudain multiplié autour de lui. Son frère demeurait figé, le visage fermé, les mâchoires crispées. Il n'exprimait ni peur ni surprise, seulement une irritation froide, presque agacée. Puis, sans prévenir, le premier tomba à genoux. Mon Dieu, murmura-t-il, mon Dieu, qu'ai-je fait? Ces mots sortirent en désordre, mêlés de sanglots qu'il tentait maladroitement de contenir. Il parlait de regrets, de fautes, sans jamais nommer ce qu'il confessait réellement. Je vis sur le visage de Holmes une satisfaction brève, presque fugace, celle de l'homme qui sent une hypothèse se matérialiser. Mais elle ne dura qu'un instant. Le second frère explosa. Il poussa brutalement celui qui était à genoux, le forçant à se pencher davantage, et sa voix, jusque-là contenue, éclata avec une violence inattendue. Tais-toi, cesse de geindre, reprends-toi pour l'amour de Dieu, tu vas tout nous faire perdre. Le monde sembla basculer. Je compris dans cette fraction de seconde que depuis le début, nous avions regardé sans voir, qu'il n'y avait jamais eu de professeur ni d'élève, aucun homme d'âge mûr tirant les ficelles. Seulement deux jeunes gens, liés par une histoire commune, par une escalade lente, presque ludique, qui avaient franchi un seuil irréversible. Holmes réagit aussitôt, resserrait le cercle, procédait à l'arrestation. Les agents obéirent sans un mot. Les deux frères furent saisis, l'un s'effondra complètement, l'autre se mura dans un silence méprisant. 2 heures plus tard, nous retrouvâmes l'inspecteur Aberline au poste.
Il avait l'air profondément ébranlé. Il nous expliqua que si l'un des jeunes refusait obstinément de parler, l'autre, en pleurs, livrait avec une précision douloureuse les détails d'une affaire sordide dont la banalité le laissait presque plus sonner que la violence. Depuis l'enfance, des jeux, des défis, une recherche constante de sensations plus fortes. Puis cette nuit-là, l'ultime échelon, le sentiment d'impunité après avoir bousculé un agent de police dans l'obscurité, s'être enfui sans conséquence. Ce fut, selon Haberlein, l'événement charnière. Non pas par sa gravité, mais parce qu'il n'avait entraîné aucune suite. Alors l'idée s'était imposée, lentement d'abord, puis avec une précision inquiétante. Il ne s'agissait pas de tuer au hasard, il fallait une règle. Les victimes devaient être seules, respectables, suffisamment confiantes pour répondre à une question banale. On leur demandait l'heure. La montre était essentielle. Sans elle, le jeu n'avait pas de sens. Ensuite venait la menace, un pistolet ancien, issu d'une boîte de duel familiale, plus impressionnant que réellement destiné à l'usage. Il ne devait pas y avoir de résistance. La victime était conduite par une entrée de service dans un tunnel proche. Là, à l'abri des regards, le coup de feu était tiré, rapide, à distance, comme pour maintenir une séparation. Mais cela ne suffisait pas. Quoi qu'il arrive ensuite, vivant ou mort, 2 coups de couteau devaient être portés dans l'abdomen. C'était la règle. Une exigence absurde mais immuable. Le geste variait selon celui qui frappait. Chez l'un hésitant, presque retenu, chez l'autre appuyé jusqu'à la garde. Enfin, venait le détail le plus sordide, la montre. Elle était brisée volontairement, d'un coup sec, afin de figer l'heure. Ce n'était pas un artifice destiné à tromper la police, mais un marqueur, un point final. Celui qui avait agi le premier gagnait. 15 minutes pouvaient suffire à départager 2 existences. Ce n'était pas un monstre, dit Haberlein d'une voix lasse, juste un jeune homme qui a cru que jouer suffisait à effacer les conséquences. Il ajouta, après un silence, il ne voulait pas être seul. Il a travaillé son frère, l'a convaincu, rassuré. Il a transformé l'horreur en expérience partagée. Je demeurai muet. Il y avait, dans ce récit, quelque chose de plus glaçant que la violence elle-même. Le crime n'était pas seulement commis, il était mis en forme, comptabilisé, presque arbitré, comme si la mort n'avait été qu'un moyen et non la finalité. Cette affaire, pour notre époque, était profondément choquante. Elle ne reposait ni sur la misère, ni sur la folie spectaculaire, mais sur une banalité dérangeante. Une jeunesse dorée, nourrie de récits violents, convaincue que le réel pouvait être manipulé comme une fiction. Holmes n'avait pas deviné, il avait observé, pressurisé les faits, sans imaginer jusqu'où l'imagination perverse pouvait conduire lorsqu'elle n'était pas contenue. En quittant le poste, je repensais à ce quart d'heure, non comme une énigme insoluble, mais comme le symbole d'un glissement presque imperceptible. 15 minutes, un écart si court qu'il semblait anodin, et qui pourtant avait suffi à révéler ce que nous refusions d'admettre. Il n'y avait jamais eu de mystère surnaturel, seulement 2 jeunes hommes et un pas de trop. Et je compris alors que certaines affaires, une fois résolues, ne laissent derrière elles ni triomphe ni apaisement, mais un silence plus lourd encore que celui qui les avait précédées. Si cette affaire vous a touché, alors les carnets ont rempli leur rôle. Merci d'avoir écouté les récits oubliés de Watson. À très bientôt.